Les amis de la culture, bonjour, vous êtes bien dans l'émission Top Culture sur la télé de Lyon. Donc n'oubliez pas, un petit abonné, ça nous fait toujours plaisir et ça nous soutient. Aujourd'hui, nous recevons Smara, Jean-Claude, qui est un guide du patrimoine, un écrivain du patrimoine, un guide, conférencier. Il va vous expliquer tout ça. Il vient pour son ouvrage Lyon aux éditions Sutton. Alors il n'y a pas d'émission sans régie, bien sûr. Alors aujourd'hui, à la régie, il y a Théo, Pacôme, Robin derrière la caméra. Voilà. Et bien sûr, notre invité, il est temps de le rejoindre. Le matériel, obligatoire. Allez, suivez-moi. C'est parti. Bonjour Jean-Claude, un petit peu de gel. Nicolas. On se tutoie, comment ça va bien? Très content de te recevoir, vraiment, pour ton ouvrage sur Lyon. Alors je t'ai présenté, mais alors brièvement, tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer? Oui, développons. Eh bien, écoute, je suis effectivement ce que je me qualifie d'écrivain du patrimoine. Alors, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je suis comme Obélisque, je suis tombé dans la marmite tout petit. C'est-à-dire que je suis né à Bar-sur-Seine, dans l'Aube, pas très loin d'ici. Et à côté de cette commune, il y a Avaleur, où il y a une commanderie templière. Et c'est là où j'ai réalisé ma première photo en noir et blanc à l'âge de 12 ans, avec un appareil offert pour ma première communion. Et c'est parti, ça ne m'a plus quitté. C'est ce genre de lieux qui sont complètement aujourd'hui souvent à l'abandon, déshérités, et sur les terres desquelles je ressens toujours la présence des anciens, et là en particulier des Templiers. Et puis dans ma vie professionnelle, je suis resté sur la côte des Bars, et je me suis occupé donc en tant que banquier de clients qui avaient donc des propriétés dans lesquelles on trouvait des chapelles templières, on trouvait des granges templières, des celliers templiers ou cisterciens, puisqu'on est tout proche de l'abbaye de Bernard de Clairvaux. Et est venue vraiment ma vocation d'alerter l'opinion publique et le public en général sur l'état, malheureusement, le triste état de ce petit patrimoine rural qui est en souffrance encore aujourd'hui. J'ai constaté la même chose depuis que je suis dans Lyon, depuis quelques années, ces fameuses chapelles templières du XIIe siècle qui sont en état d'abandon, alors qu'on a vraiment un trésor à exploiter. On a des travaux de restauration à mener avec des chantiers de jeunes bien encadrés, et on a derrière des circuits touristiques. Voilà mon credo, voilà ce que je développe dans mes livres, dans mes conférences. Alors, on va déplier le temps, Allez-y. parce que le temps est plié, ça on a compris. Je ne sais pas si tu as trouvé les trésors. En tout cas, tu es venu avec un trésor qui est un livre sur Lyon. Mais comment est-ce qu'on devient écrivain du patrimoine? C'est comment tu te dis, après les conférences, bien sûr, à part une photo à 12 ans qui te donne l'envie de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va, sûrement. Voilà, oui, ce sont les racines, oui, bien entendu. Donc tu es venu avec quelques photos. Tu nous as expliqué comment on faisait. Il y a une photo sur les dolmens que j'aimerais bien... oui, ben dans ce livre, donc, il y a 13 chapitres. Le premier, donc, effectivement, c'est sur ce qu'on appelle les mégalithes, le terme un peu scientifique, les dolmens et les menhirs. Ça a été ma première rencontre dans Lyon, puisque je suis arrivé ici à côté de Sens, à Villebougy, et ma compagne, donc Marilyn Guérin, a eu un grand-père, donc Paul Guérin, qui dans les années 1930 a étudié les menhirs et les dolmens, a étudié notamment l'orientation par rapport au lever et au coucher du soleil, par rapport aux équinoxes, par rapport au solstice, etc., et par rapport aussi au réseau souterrain, puisque c'était un radiesthésiste. Et donc, il a essayé de détecter ces croisements de réseaux telluriques,
magnétiques, etc. Donc ça a été ma première rencontre, et c'est le premier chapitre, il y en a 13, que je consacre donc à ces monuments qui ont été dressés il y a 6000 ans aujourd'hui, les premiers monuments dressés donc dans nos régions contemporains des grandes pyramides. Alors on comprend très bien qu'il n'y a pas de... Je ne parle pas de hasard, parce que le hasard n'existe pas, mais pas de coïncidence. Et de passer donc de ce qu'il y a vers le haut, le deuxième chapitre va aller sur ce qu'il y a vers le bas. On va dire faire les grottes, s'il y a un lien, certainement. Exactement. Donc là, on passe dans le monde souterrain. C'est une de mes autres passions. Donc j'ai exploré pas mal de cavités souterraines et toujours en lien avec l'histoire. Et ça, c'est ce qu'il y a voilà, sur les grottes. Voilà. Alors là, vous avez, dans Lyon, nous avons une richesse incroyable que nous n'avons pas dans les départements voisins. Plus de 400 cavités répertoriées à ce jour, et dont la plus célèbre, on en voit un exemplaire ici, Arcy-sur-Cure, donc dans cette vallée creusée par la Cure. Vous avez des falaises, donc avec, à Saint-Moré, le village de Saint-Moré par exemple, il y a une dizaine de cavités, pas encore toutes explorées. Et Arcy-sur-Cure, c'est un souvenir d'enfance, puisque j'étais venu avec mon école, on avait visité cette grotte, et il faut se dépêcher d'aller à Arcy-sur-Cure, parce que j'ai rencontré un de ses propriétaires et de ses gestionnaires, François de la Varande, qui me dit peut-être dans quelques années, nous n'aurons plus le droit, l'autorisation de pénétrer dans ces grottes, puisqu'on sait qu'on pollue, malheureusement, l'homme pollue quand il va visiter ces grottes, et après on est obligé de faire des reconstitutions comme à Lascaux. Mais c'est plus du tout la même chose. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ces empreintes de main. Ces empreintes de main, on croit que ces hommes préhistoriques sont là, ils viennent de faire ces marques avec l'empreinte positive ou négative dans l'ocre, donc déposée sur les parois des grottes. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Ils faisaient ça comme un rituel? Je pense qu'il y avait un rituel là-dessus. Oui, certainement. Alors là, on s'interroge, bien entendu. Mais il y a surtout des animaux. Il y a les mammouths, on vient d'en voir un. Donc ça, c'est la spécialité d'Arcy-sur-Cure. Et on a répertorié pas loin de 300 images d'animaux différents, etc. Mais en plus avec donc ces mains à poser. Donc, alors, grand trésor. C'est tellement intéressant, mais on va parcourir ce livre assez, pas rapidement, mais comme il se doit. Bien sûr, sur les grottes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui pousse sur les grottes? Il pousse des arbres. Je crois dans le troisième Bien, chapitre. Nicolas. Bel enchaînement. Et oui, donc là, on est toujours dans les trésors provoqués par la nature. Après, il y a d'autres chapitres où c'est le génie de l'homme qui s'est mis en marche. Trésors provoqués par la nature. Provoqués, installés. Non, t'as le droit. Voilà, c'est un terme comme un autre qui est peut-être impropre, mais effectivement, il y a ces arbres. Alors là également, 150 arbres dénommés, labellisés remarquables dans le département de Lyon, donc ce qui est considérable aussi. Territoire couvert encore par la forêt, à peu près à son tiers de sa surface. Et donc on a, là c'est l'exemple à l'écran, on a donc les 6 frères, les 6 platanes de la commune de Cézy, et donc qui font 40 mètres de haut. Donc vous imaginez, donc c'est la hauteur d'une belle église. Et donc il y en a d'autres. Il y a celui aussi qui m'a marqué, c'est le mûrier blanc de la commune de Chassiniel. Alors mûrier parce qu'on élevait les vers à soie, et donc qui date de l'époque de Buffon, à peu près du milieu du XVIIIe. Donc voilà, alors ça c'est un guide, ce livre, et donc il faut aller après sur place, et c'est surtout une succession de rencontres. Ce livre, il est fait dans l'ordre dont on débat là maintenant. Donc les gens qui veulent visiter Lyon peuvent prendre un chapitre, aller sur place exactement. Mais alors, pour savoir si on y va le jour ou la nuit, on ne sait pas trop. Donc, il y a un 4e chapitre sur les cadrans solaires. Effectivement, sur la lumière donc, solaire. Alors, il y a des cadrans solaires et des cadrans lunaires. Et d'ailleurs, c'est aussi une rareté. Au château de Berru, il y a un cadran lunaire, donc, ce qui est assez surprenant. Et là, en dehors des cadrans, il y en a de nombreux. Un cadran solaire tout à fait intéressant. Ce n'est pas le cas non plus dans d'autres départements. Mais j'ai mis l'accent aussi sur 2 phénomènes lumineux provoqués donc par le soleil, mais là par l'homme, par le génie humain, puisqu'on a par exemple dans la basilique de Vézelay, on a au jour de la Saint-Jean, donc autour du 24 juin,
on a 9 cercles lumineux qui s'inscrivent dans la nef. Alors ces cercles sont descendus au fur et à mesure de l'année des voûtes, ils ont longé les chapiteaux et les colonnes pour se retrouver alignés le jour de la Saint-Jean. Donc c'est un exploit technologique, je dirais, sans technologie, puisque les bâtisseurs n'avaient que la corde à 13 nœuds, ils avaient que la pige, etc., les mesures humaines, pour arriver à positionner leur monument et à ce que donc, le rayon du soleil vienne à cette époque de l'année. On a la même chose à Saint-Étienne, la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre, et là c'est pour marquer l'anniversaire de la mort de Saint-Germain, mort au 5e siècle, mort un 2 octobre. Et le 2 octobre, vous avez donc ce rayon lumineux qui vient lui frapper le triforium dans l'abside de la cathédrale. Donc, il fallait déjà imaginer la chose et calculer tout cela pour arriver à ce résultat que le rayon du soleil passe au moment donc, de cette date dans la rosace pour finir dans le triforium juste en face. Si tu parlais des pyramides au début de l'émission, il y a peut-être un rapport avec tous ces bâtisseurs qui ont... Il y a une tradition, une longue tradition, bien entendu. Donc là, il n'y a toujours pas de hasard non plus. Par contre, il y a des danses macabres. Donc, est-ce que ça a à voir avec le cadran lunaire ou pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. Mais là, on revient un peu à l'actualité. Parce que les danses macabres, donc, là, il y a quelque chose qui est connu dans le monde entier. C'est cette fameuse danse macabre de l'église de la Loupière, où vous avez sur 30 mètres donc, de mur, vous avez cette fameuse danse macabre. Alors la danse macabre, c'est des couples constitués d'un vivant et de son squelette, du mort. Et en tête de cortège, vous avez le roi, vous avez le pape. Donc tout le monde est au même niveau face à la mort. Et donc à cette époque-là, là on est au milieu du XVe siècle, les gens vivaient avec la mort. C'est pas comme aujourd'hui, on essaie de la cacher le plus possible quelque part. Et ils étaient marqués, bien entendu, comme nous aujourd'hui, mais dans une autre proportion, par les grandes pestes. Le siècle précédent, on s'en souvenait. Oui. Un tiers de la population européenne a disparu, 30%. Aujourd'hui, on doit être à 0,15. Donc, au niveau du Covid. Donc, c'était quelque chose de considérable. Tout le monde avait des décès dans sa famille. Et donc, cette danse macabre représente cette approche de la mort, et ça a été peint avec des ocres, etc., sur les murs de cette église. Et vous avez un circuit d'Andione constitué donc sur les peintures murales, les fresques murales. Vous avez de nombreuses églises avec véritablement des chefs-d'œuvre à découvrir. Et cette danse macabre a été faite il y a un siècle à peu près ? Non, là on est au XVe siècle. D'accord, voilà. Donc la peste, c'était 1480. Voilà. Il y a eu des épisodes de peste avant. La plus meurtrière, ça a été XIIIe siècle. Et puis il y en a eu après d'une façon assez continue qui revenait de temps en temps. Donc on vivait, la mort fait partie de la vie. Tout à fait, tout à fait. Ça, et là, dans le livre, je parle aussi d'un aspect qui est assez peu évoqué, c'est qu'on retrouve ces scènes de danse macabre dans des livrets vendus par les colporteurs à l'époque. Et donc, ça a été imprimé à Troyes. Ça a été imprimé par un imprimeur qui s'appelle Le Rouge et qui reprenait donc ces images populaires et qui provenaient aussi de certaines gravures du graveur allemand, notamment Dürer. Formidable. Très bien. Alors, en sixième chapitre, tu nous parles de la mosaïque, ou des mosaïques. Comment on dit ? C'est masculin On va dire au pluriel, on va dire les mosaïques. Effectivement, c'est un autre art développé par l'être humain, bien entendu, par l'homme, très ancien, puisqu'on a une mosaïque donc, au musée de Sens. Donc, quand on va dans la grande salle de Sens du musée, où vous avez la façade des bains qui est reconstituée, et au sol, vous avez donc cette fameuse mosaïque, la plus belle, celle intitulée, celle qui est à l'écran, c'est celle des cerfs. On voit l'animal qui est représenté là. Mais la plus vaste, la plus intéressante, c'est la course du soleil. Alors là, on a toute une légende, donc ça date du IIIe siècle. Vous avez le nombre de tesselles, de petits éléments qu'il fallait mettre en place pour arriver à faire un tel tableau. Et donc, cette course du soleil, oui, c'est une légende. Donc,
le dieu le soleil. Son fils veut emprunter son char, quadrige, qui fait la course du soleil d'ailleurs. Son père ne veut pas, mais bon, au bout d'un moment, il cède. Le fils donc s'installe aux commandes. Il essaie de diriger l'attelage, mais les chevaux s'emballent et l'attelage menace de tomber sur la terre. Et là, le dieu suprême, Jupiter, fait éclater l'équipage et donc le soleil peut reprendre normalement sa course, même si son fils a été sacrifié dans cette aventure. Et donc c'est cette mosaïque qui est au sol du musée de Sens. Il y en a aussi à Migène, il y en a dans différents musées. Donc là, je remercie d'ailleurs les musées de m'avoir autorisé, de m'avoir passé des images, comme je remercie aussi les propriétaires, les amateurs d'histoire qui connaissent leur histoire mieux que quiconque dans leur village. Je crois d'ailleurs que tu as un livre sur Sens qui va sortir bientôt. Bah, tu reviendras en parler avec plaisir. Avec plaisir. Alors sur cette mosaïque, sur la course du soleil, il n'y avait pas de projecteur à cette époque-là. Donc comment ils faisaient pour illuminer cette mosaïque et à quel moment? Je pense que... Ça, c'était dans les pièces. Bon, il y avait quand même un éclairage. Il y avait des lampes à huile à l'époque romaine. Donc, mais elles ont déjà, par leur texture, elles ont déjà, comment dire, des reflets. Donc ça, il y en a certaines, c'était pour une salle de bain, c'était pour décorer comme nous aujourd'hui, on met du carrelage dans une cuisine, dans une salle de bain, etc. C'était ça. Hein. Oui. Mais dans les grandes villas, dans des personnages qui avaient des moyens pour employer les artistes à faire ces chefs-d'œuvre. Formidable. Alors ensuite, tu nous parles des inscriptions. Les inscriptions, c'est un phénomène très, très large et très vaste. Donc, il faudrait toute une émission pour en parler. Oui. Donc, mais il y a le livre. Voilà. Il y a 170 communes, hein, je tiens à le signaler, c'est intéressant. 170 communes qui sont présentées quelque part dans le livre par un des aspects, bien entendu, un des sujets. Et donc, ces inscriptions, bon, j'en retiendrai celle qui est là, ici. Vous voyez, ça, c'est le niveau des inondations. Alors, on a ça à Sens, on a ça à Pont-sur-Yonne, au niveau des ponts. Vous avez donc la marque la plus importante montée des eaux, c'est 1910, par exemple, hein, où on a donc des repères comme ça, et on s'aperçoit que c'est à plus de 2 mètres, 2 mètres 50 au-dessus du niveau actuellement le plus haut en hiver. Donc, c'était vraiment des grosses inondations. Et là, c'est l'église de Cerisier, où a été marqué, donc c'est à peu près à ma hauteur, à 1,70 m. Les eaux sont montées jusque-là, donc dans cette église, en donc 1736 ou 86, je ne sais plus. Il faudrait dire moi, je crois que c'est 36. 1736. Voilà. Oui. Et le niveau des eaux était monté jusque-là. Il y a la flèche. De septembre. Voilà. Donc ça, c'est une curiosité. Hein, et donc il y en a des multitudes avec sur des maisons avec des sentences particulières, avec des proverbes, avec chaque propriétaire à une époque, au XVIe siècle notamment, personnalisait donc sa maison avec une citation, avec une devise. Et donc il y a ça dans les châteaux. Et donc je présente tout un panel de ces inscriptions. Qui existent encore aujourd'hui. Et que l'on peut, bien entendu, aller voir avec le livre notamment pour guide. Très bien, très bien. Alors, on va passer aux gargouilles. Là, j'ai pas vraiment de... À part prendre un peu de hauteur, c'est tout ce que je peux faire. Alors, les gargouilles, j'ai toujours en tête de faire un livre sur les gargouilles en France. Mais bon, il faut du temps, il faut trouver l'éditeur aussi. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Les maîtres imagiers du Moyen-Âge avaient un imaginaire, une inventivité extraordinaire. Alors, on a souvent des êtres composites, hein, avec donc une tête d'oiseau, une queue de serpent, un corps de lion, etc. Mais on a aussi des choses plus proches de l'humain. Alors là, c'est diabolique. Il y a le diable, hein, qui est en train de suspendre un jeune garçon tout nu. Là, il jette un regard un peu lubrique. Il y a vraiment des scènes extraordinaires sur le palais synodal de Sens. Vous avez donc ce que j'ai jamais vu par ailleurs, une femme donc entièrement nue avec le sexe carrément ouvert sur le public, hein, sur la population qui peut admirer donc son anatomie. Donc ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs. On a souvent des attributs masculins sur des monstres ou voire des hommes,
Mais le sexe féminin, l'origine du monde, là, comme ça, c'est vraiment une curiosité. Un curiosité. peu, quoi. Oui. Oh, c'était facile. Mais le but des gargouilles, c'est quoi? Le but, c'était de rejeter l'eau. Le but pratique, rejeter l'eau loin des murs. C'était une sorte de gouttière. Mais la symbolique derrière. Voilà, la symbolique. Alors, c'est quelque chose, on pense que c'est pour rejeter le mal à l'extérieur de l'édifice, pour faire un peu peur et que les paroissiens viennent donc se recueillir, prier, se faire pardonner de leurs mauvaises actions. Alors après, il y a quand même certainement une liberté aussi des artistes dans des endroits un peu plus cachés, pas forcément d'ailleurs, où l'artiste donnait libre cours à son imagination. Alors parfois on dit que certains se vengeaient, certains sculpteurs, parce qu'ils n'étaient pas toujours bien payés. Alors ils s'amusaient à caricaturer parfois un religieux, un moine, etc. Enfin bon, il y a plusieurs interprétations possibles. C'était les églises, l'Église catholique, c'était les... Oui, bien sûr, sur les chapelles, sur les églises. Alors on a souvent, même sur des églises assez modestes, pas seulement sur les cathédrales, on a souvent 4 gargouilles aux angles du clocher. Donc là, c'est tourné vers les 4 points cardinaux. Donc on peut avoir encore aussi d'autres... Je soumets différentes hypothèses au lecteur. Chacun peut faire son idée. Mais on n'a plus les plans de ces constructeurs. Ils n'ont pas laissé vraiment d'explication. Hein. En fin de compte, sur chaque chapitre, tu peux faire un livre. Hein. Pratiquement, oui. Voilà. Oui. Donc c'est un condensé. Vous avez un condensé. Voilà. Tout à fait. C'est un choix. Mais il y a des vrais trésors dans les musées. D'ailleurs, c'est le sujet du chapitre après. Les vrais trésors, effectivement. Alors, on voit là. Alors, c'est vraiment des trésors. Là, c'est matériel, bien sûr. Oui. Ben là, c'est un dépôt monétaire. Hein, c'est des monnaies celtiques. Hein, donc, voilà, on en trouve encore avec des globules. Donc, on appelle ça des globules en or, hein, que vous avez ici, l'or à côté du bronze, bien entendu, on le voit. Ça, c'est une monnaie sénone, hein, donc c'est la peuplade, les Sénons, qui étaient en place dans notre région, qui ont frappé cette monnaie à l'époque donc gauloise, à l'époque celtique, hein, avec des visages très stylisés, hein, on dirait presque de l'art abstrait, c'est extraordinaire. On a aussi, là il n'y a pas sur cette image, mais il y a des animaux, des sangliers, etc., mais toujours très, très caricaturés quelque part. Et ces globules, donc le musée de Sens on a une belle collection, mais il y a eu un vol il y a quelques années. Il y a une centaine de ces monnaies très particulières avec cette croix sur cette sphère qui ont été volées. Hein, parce que ça, c'est quelque chose, c'est grand comme un ongle du pouce, mais ça vaut une petite fortune. Oui. Donc ça attire, bien entendu, les convoitises. Et c'est pour ça qu'on a, dans nos champs, des gens avec des poêles à frire. Alors là, c'est un autre débat. La loi est mal faite. Des poêles à frire, des détecteurs de métaux. Oui, et il y a des personnes qui ont chez eux de véritables musées. Mais ça, c'est dommage parce que c'est perdu à la connaissance de pour l'instant. Ils peuvent très bien les apporter au musée. Ils peuvent, oui, mais souvent ils les vendent plutôt sur Internet ou sur des vides-greniers, etc. Donc tout ça, on peut le voir dans le musée de Sens. Le musée de Sens, le musée d'Auxerre, tous les musées qui existent encore recèlent véritablement des trésors. À Sens, on a une tapisserie, la tapisserie des 3 couronnements, qui est magnifique. On a un récipient, c'est plus qu'un récipient, un coffret byzantin sculpté en ivoire. C'est le plus gros objet sculpté en ivoire de France, hein, qui vient donc de Byzance, qui a été au sac de Constantinople. Les Francs ont ramené ça. Et donc, on en a un à Sens qui est remarquable. Donc, vraiment, il faut prendre le temps d'aller dans ces musées. Hein, ça vaut découvrir les trésors. Les trésors et les vestiges, scientifiques. Alors, pourquoi scientifiques? Vestiges scientifiques. Alors là, on se rapproche. Hein, là, avec les grottes, on était à moins 30 000 ans. Après, les menhirs, moins 6 000 ans. Et là, les vestiges scientifiques, je termine pratiquement là-dessus dans le livre, c'est parce que c'est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus actuel. Et les vestiges scientifiques, ça veut dire quoi? On a la chance aussi dans Lyon d'avoir donc des témoignages de certaines techniques, dont une tour géodésique
hein, qui se trouve donc, elle se trouve, alors le nom m'échappe pour l'instant, mais il va me revenir. C'est quoi une tour géodésique? Tour géodésique. Tour géodésique, ça servait au milieu du XVIIIe à prendre des repères, et par triangulation, vous aviez donc les géographes qui ont tracé dès le milieu du XVIIIe une carte très précise de la France. C'est notamment la famille Cassini, c'était les spécialistes géographes qui ont sillonné toute la France. Ils se servaient donc de points hauts, de clochers, de tours de châteaux, et quand la distance était très longue, trop longue, on construisait donc une sorte de cheminée en briques, hein, à Saint-Sérotin par exemple, c'est le cas. On trouve ça dans la forêt cachée. C'est une tour en briques qui servait donc de point de repère pour cartographier, pour trianguler. À quelle époque etc. à peu près ça? Là, on est milieu 18e, on est vers 1750, l'époque des Cassini. À peu près à la même époque, on avait aussi, donc, non, ça c'est un peu plus récent, il y en a une à Saint-Martin-du-Tertre, une tour qui servait de repère pour les avions la nuit ou par brouillard. Mais là, c'est plus proche de nous, c'est l'époque de Saint-Exupéry, hein, l'aéropostale. Donc ça, on allumait donc, cette espèce de phare, hein, dans la nuit et dans le brouillard, sauf que au lieu d'être en mer, c'était sur terre. Et on allumait ces repères qui permettaient donc à l'avionneur de suivre sa ligne et de rester donc, dans la bonne direction. Et puis on a aussi le télégraphe de Chappe, ça c'était pour communiquer par signaux optiques. Et ça, on a ça dans la commune d'Annou, où il y a une association qui a remis en place cette tour aussi, hein, qui servait donc de première communication optique pour envoyer des sortes de télégrammes, mais par l'optique. Bon, vous avez compris, la passion est là. Le livre est là aussi. Non, on peut le trouver où d'ailleurs, ce livre? Dans toutes les bonnes librairies, selon bien sûr. Dans toutes les librairies, ouais. Ben, vous pouvez commander aux éditions Sutton aussi, qui seront un plaisir de vous l'envoyer. Édition avec un S-du-6 sutton.com, si j'ai bien... Voilà, bon, bah, c'était vraiment... c'est vrai que ça passe vite. Je voulais terminer sur 2-3 choses, mais c'est tellement passionnant que je vais plutôt te laisser la caméra, si tu as des messages à faire passer, toi, directement. Ce sera bien plus intéressant. Non, ben, le message, c'est, on espère donc que les salons du livre pourront reprendre. C'est surtout ça qui a manqué aux auteurs. Je crois que à Tracy, c'est ça? Non. À Toussy, Toussy historique. Donc ça va être la quatrième édition, donc le 21 août, et dans l'église de Toussy. Donc c'est un cadre tout à fait. Je crois qu'on a une affiche d'ailleurs. Je pense que vous devez avoir l'affiche, effectivement. Et puis donc. Ça va être maintenu Oui, c'est maintenu coûte que coûte. Parce que l'année dernière, je crois que ça a été maintenu. Oui. Les gens portaient les masques. Voilà, avec les précautions d'usage qu'on connaît. On espère que ça sera un peu plus relâché. Et puis Migène, espérons que ça se passera encore mieux, puisque ça sera plus tard, ça sera le 21 novembre. Et auparavant, je serai le week-end d'avant, 13 et 14, là je retournerai sur mes terres de l'Aube, à la Loupière-Thénard, pas confondre avec Loupière, et à côté de Nogent-sur-Seine. Est-ce que toutes ces dates, elles sont sur le site, on peut les trouver sur le site des éditions? Oui, des éditions, et puis donc Migène, Toussy, tout à fait. Ouais. Bah, c'est formidable, vraiment. Je ne sais pas. Lyon, je découvre. Je suis arrivé en septembre. Et là, c'était un vrai bonheur. Vraiment, ça passe vite, n'est-ce pas? Voilà. Donc, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Jean-Claude, vraiment. Et reviens nous voir pour ton prochain livre sur Lyon. Sur Sens. Sur Sens, pardon. Sur Sens. Ouais. Beau livre sur Sens. OK. Voilà. Et donc, n'oubliez pas d'aller sur la télé de Lyon. Vous pouvez voir toutes nos vidéos. Il n'y a pas que Top Culture, vous avez toutes les vidéos. Il y a un petit bouton, là, vous cliquez pour vous abonner. Ça nous apportera un petit soutien. Je remercie la régie, Théo, Pacôme, Robin. Voilà. Et puis je vous dis la semaine prochaine. Merci.